Vous êtes à l'écoute d'IDFM sur le 98 de la bande FM dans cette émission Au-delà du miroir. Donc dans cette première partie d'émission, c'est-à-dire dans cette heure et demie d'Au-delà du miroir, je pense que l'intérêt, ce n'est pas d'aborder vraiment chaque sujet du livre. D'abord, on n'aurait vraiment pas le temps dans une heure et demie, mais c'est peut-être d'essayer de comprendre pourquoi ce livre a été écrit. Donc, pour résumer, la première question, c'était la relation entre votre maman qui a eu le courage de dire non et puis de sortir une sorte de système. Vous qui avez aussi le courage de mettre à jour, de lever non seulement le voile, mais je dirais plus que la voilure. Je ne sais pas ce que vous levez, mais ce livre, il fait très peur à un moment où on est vraiment bouleversé. Moi-même qui suis un peu au courant de tout ce genre d'écrits, j'en ai pris vraiment beaucoup dans les mirettes, comme on dit. Donc, pour résumer, vous nous dites, dans cette théorie du complot, il y a ces fameuses reptiliens dont tout le monde a entendu plus ou moins parler, on est d'accord ? Bien sûr. On les appelle comment ? Alors, le mot fait peur. Oui, non, mais ce qui fait surtout peur, c'est que nous sommes nous-mêmes, d'après ce que vous dites, des reptiliens aussi. Eh bien, nous sommes de structure reptilienne. Voilà. Notre cerveau ancien, notre premier cerveau est reptilien, il en reste une trace à la base de la nuque. Nos créateurs sont des reptiliens. À la base de la nuque, là. Voilà, en dessous du cervelet, c'est aussi la vision la plus basse du cerveau est le cerveau reptilien. Les spécialistes du cerveau disent que c'est dans cette zone la partie instinctive. Selon les plaquettes sumériennes qui font référence aujourd'hui, qui sont les seuls et grands écrits parfaitement conservés, il y a dans le monde, surtout au Moyen-Orient, des centaines de milliers de plaquettes qui sont lisibles aujourd'hui. Il y a quelques variantes selon les professeurs. Ces plaquettes sont restées longtemps secrètes, mais elles décrivent très très bien ce qu'est notre création. Et les premiers humains de notre race, je ne parle pas des prototypes avant Sapiens Sapiens, les Néandertaliens, mais disons le premier homme qui nous ressemble le plus, qui étaient les premiers Sapiens Sapiens, qui ont connu l'épopée du jardin d'Adam et Ève. Ces premiers humains avaient un petit cerveau, ils n'avaient pas besoin de plus, et c'est ce qui nous reste, la trace qui reste dans notre biologie, c'est le cerveau reptilien. Donc nous sommes reptiliens et nous sommes... Alors dans votre livre, vous allez apprendre, auditeurs, auditrices, d'où nous venons exactement, qui nous a... Allez-y, je vous laisse dire parce que... Alors là, ce qui est un peu choquant déjà, c'est ceux qui connaissent la Bible. Et ce qui est encore plus choquant, c'est ceux qui apprécient la Bible et qui en font un guide quotidien de vie. Et je suis désolé, c'est pas mon plaisir ni ma tasse de thé, mais de heurter ceux qui ont une admiration pour la Bible. La Bible a sûrement eu de grandes qualités, a servi de lien pour toutes les civilisations depuis quelques millénaires, pour au moins 3 ou 4 000 ans. Mais il faut savoir que selon les plaquettes sumériennes, ce texte est très récent. La Bible aurait quelques 3500 ans, elle a été écrite par des prêtres hébreux qui étaient au service... Vous parlez de l'Ancien Testament. De l'Ancien Testament, oui. La Genèse, l'histoire d'Adam et Ève existe depuis ces années-là. Elle a été écrite par des scribes juifs qui étaient au service, en demi-captivité d'ailleurs, presque en captivité à Babylone, par les descendants, les demi-dieux, les descendants de nos créateurs. Donc ce texte a été fait pour de bonnes raisons, c'est qu'il fallait bien qu'il y ait une unité de compréhension dans la période post-diluvienne. Le dernier déluge a eu lieu il y a quelques 5000 ans, et il fallait qu'il y ait un trait qui soit tiré entre l'ancien monde d'avant le déluge et le nouveau monde qui se reconstruisait. L'ancien ou les anciens ? Parce que justement, en lisant votre livre, on se rend compte qu'il n'y en a pas eu qu'un, il y a eu plusieurs anciens mondes. Et si vous voulez, moi je ne suis pas un archéologue, je ne suis pas un licencié d'histoire, mais ce qui m'a été un peu choquant pour moi, et ce qui va choquer peut-être des universitaires, c'est qu'il est évident qu'entre l'histoire officielle enseignée et la réalité, il y a un continent d'écart, il y a un fossé presque infranchissable. Et il suffit d'aller chercher à droite et à gauche pour s'apercevoir que c'est, hélas, la réalité de notre histoire
telle qu'elle nous est enseignée n'est pas la réalité, et surtout en ce qui concerne l'ancien monde et les anciennes civilisations d'avant le déluge. Alors, combien d'anciennes civilisations? Au moins 3. Hein. Alors moi, personnellement, je n'en ai pas fait l'inventaire et je ne les connais pas. Mais ce qu'on peut dire, c'est surtout la civilisation qui a précédé le dernier déluge. Et là, il y a suffisamment de textes chez les Égyptiens, chez les Grecs, chez les Latins, chez les Romains. Il y a suffisamment de découvertes archéologiques. Oui, de preuves matérielles. De preuves matérielles qui toutes d'ailleurs font l'objet de pression. Il faut que vous sachiez, je pense que les auditeurs doivent le savoir, que si un chercheur du CNRS s'amusait par originalité à avoir la franchise de dire ce qu'il a découvert et ce qu'il pense, il verrait ses subventions retirées, son budget de recherche serait entamé et il perdrait pratiquement sa carrière. Ça, j'ai eu des contacts, j'ai eu la chance d'avoir des contacts avec des gens puissants au CNRS. Ils m'ont tous dit que la recherche n'était pas libre. Et surtout, toutes les conclusions de recherche doivent passer par le filtre qui n'a pas le nom de censure, mais qui doit être appelé le bureau de la cohérence ou quelque chose comme ça, mais qui est une véritable censure. Et ce qu'on retrouve dans cette censure, c'est hélas l'essentiel de ce qu'il faudrait qu'on sache aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant Sumer, avant l'Égypte et avant Athènes et avant Rome, et avant que les Américains prennent les commandes du monde aujourd'hui, il y avait des civilisations bien plus développées que les nôtres, bien plus sophistiquées, et qui avaient résolu beaucoup plus de problèmes que nous avons aujourd'hui. Mais dont une qui s'est quand même autodétruite. Hein. Alors, c'est sûr que l'histoire de la Terre n'est pas une histoire tranquille. C'est la Terre, chez les grands sages de l'Orient, est toujours considérée comme une terre d'expérience, et de grandes expériences, dont les autres peuples de la galaxie se servent pour leur progrès. Mais l'Atlantide et la Lémurie ont été nos ancêtres. Et je dirais que j'étais tellement surpris de cette découverte et tellement désemparé, parce que moi qui n'ai pas des racines universitaires, intellectuelles peut-être suffisantes, quand j'ai dû me confronter à la réalité de l'Atlantide, ça m'a pris beaucoup d'années. Je dirais que ça m'a pris presque 20 ans. Donc j'ai consacré quelques mois dans l'année, pendant 20 ans, à explorer dans plusieurs domaines, et en particulier dans ma propre mémoire, des traces de cette ancienne civilisation atlante. Et j'ai eu la surprise de voir, et c'est aujourd'hui la suite que je vais donner à ce livre, c'est réactualiser dans ma propre biologie, dans ma propre histoire, mes propres mémoires personnelles de l'époque atlante. Alors, vous n'avez pas fini ma question de tout à l'heure que je vais redonner, mais simplement, je voulais dire que vous n'êtes pas contenté à chaque fois que vous avez fait une découverte d'aller voir chez les Atlantes, d'aller voir chez les Lémuriens, chez les peuples de Mu, ou dans tout ce que vous avez trouvé, sur tout ce qui nous intéresse ce soir, mais en même temps, vous avez fréquenté la scientologie, Krishna, enfin, tout ce qui est aussi vivant à notre époque de science un peu, pas occulte, mais un peu, vous êtes allé vraiment voir... même avec crayon. Enfin voilà, moi j'ai eu une grande curiosité aussi entre les années 80, etc. Mais beaucoup moins que vous. Vous êtes allé vraiment un peu partout, mais ça on y reviendra plus tard. Donc pour en revenir à ma question de tout à l'heure, donc on n'en a pas la réponse et qui est hyper importante, d'où venons-nous ? Qui sommes-nous exactement ? Vous dites dans votre livre que non seulement nous sommes aussi d'une race reptilienne, mais que nous sommes aussi déjà des clones. Oui, ça c'est choquant. Ça, je reconnais que... Et quand je dis choquant, sachez que mes découvertes m'ont, pendant des fois des semaines, des fois des mois, affecté et rendu malade. Avec l'appétit coupé, le soleil coupé, j'ai eu beaucoup de mal à accepter ce qui était pour moi suffisant comme preuve, et de voir que ce qui m'avait été expliqué de ma genèse, de mes origines, et les origines de l'humanité n'était pas du tout conforme à la réalité. Alors d'où venons-nous ? Donc, si vous voulez, alors, par contre, c'est une très belle histoire, une fois qu'on l'a acceptée. Il y a dans l'univers une caste de généticiennes à caractère féminin, les mères divines. Les mères divines ont des appellations voilées dans notre monde, on les appelle les vierges. Les vierges noires, il y en a dans le monde entier. Matrice.
Elles ont des fois des noms plus précis parce que c'est une caste. Je n'ai pas le nombre exact, mais il y a probablement plusieurs centaines de millions de membres du collectif des Mères Divines. La Terre en a connu quelques milliers. Elles sont organisées en hiérarchie. On ne peut pas dire on les appelle des femmes parce qu'elles ont une polarité féminine, mais elles ne correspondent pas du tout à la biologie humaine, de sapiens sapiens. Ce sont des généticiennes qui ont des banques de données galactiques, qui sont capables de créer des végétaux, des minéraux et des créatures animales et humaines, et qui sont capables de créer sur plusieurs plans. Nous ne connaissons que le physique, l'émotionnel. Nous avons exploré 2, 3, 4 plans. On parle aujourd'hui de 5e, 6e dimension. Les généticiennes ont une connaissance complète de la création. Elles sont adorables. Moi, je sais que j'ai découvert qu'une des grandes blessures de toute mes vies était d'avoir perdu le contact avec celle qu'on appelle Isis, qui a fait partie qui est une des filles de nos mères génitrices et qui s'est dévouée pour nous escorter dans tout notre périple de séquestration par le Créateur. Et ces mères divines sont vraiment celles qui escortent notre retour et notre réveil et notre sortie du labyrinthe. Alors il y a très longtemps, bien avant que les poules aient des dents, hein, ça c'est pour vous faire rire un peu, il y avait sur cette terre comment on peut les appeler ? Quand il n'y avait que les mères divines, qui étaient donc ces génitrices qui donnaient la vie. Alors, il y a une race humaine qui sont pas nos ancêtres, puisque biologiquement ils n'avaient rien de commun avec nous. On garde le nom de géants. Ils avaient une toute autre biologie. Ils étaient non seulement géants, mais ils étaient multidimensionnels. Ils étaient immortels aussi. Ils étaient immortels, alors par un processus très simple, c'est qu'ils avaient le processus de mue. Quand ils voyaient leur corps physique, qui n'était pas leur unique corps, qui déclinait ou leur convenait pas, ils passaient dans un laboratoire et ils étaient régénérés. Donc les Namlus, c'est le nom que leur donnent les plaquettes sumériennes. Les Namlus étaient vraiment des êtres. Certains étaient asexués, étaient androgynes, d'autres avaient opté pour la bisexualité, ce qui créait un plaisir et un avantage, et d'expérimenter la dualité sexuelle. Et cette race a disparu avec la venue sur Terre des dieux reptiliens. Qui, eux, en vérité, avaient fait une espèce de guerre planétaire entre plein de planètes, un peu comme on voit dans Stargate, et qui avait une planète qui n'allait pas bien du tout, qui était polluée comme la nôtre en ce moment. Et ils avaient besoin d'or. De minéraux précieux, ils avaient besoin de beaucoup d'énergie pour reconstituer leur banque de données, restaurer l'atmosphère sur leur planète principale. Et ils ont trouvé, après des recherches, que les survivants de cette guerre qu'ils avaient gagnée, après avoir terrorisé toute la galaxie, ils étaient vainqueurs. Il leur fallait une planète de repli, une planète complète, pleine de ressources. Et ils se sont présentés sur la Terre il y a 450 000 ans. Là où il y avait ces géants merveilleux et ces voilà, mères divines. Des très pacifiques et ces mères divines qui ont vu arriver ces hôtes. Et le pire, c'est que les plaquettes nous disent qu'ils les ont accueillis avec plaisir. Un peu comme les Indiens ont accueilli tout à fait. Les envahisseurs, là. Ouais. D'ailleurs, vous parlez d'Indiens, il faut bien voir que ce qui, moi, m'a attiré mon attention, c'est que quand je me suis intéressé à toutes les soi-disant mythologies imaginaires de tous les peuples, les derniers peuples qui restent indigènes, qui restent sur la Terre, surtout les deux hémisphères nord et sud, mais sur tous les continents, ils ont un point commun dans leur légende ancestrale, c'est celle-là. C'est celle-là, dans des langages différents, dans des langues différentes, avec des images différentes, mais que ce soit les Hopis, que ce soit les Inuits, que ce soit les descendants des premiers Chinois, que ce soit les aborigènes d'Australie, mais toujours quelque chose qui vient du ciel. Hein, ouais. Ils racontent la même histoire. Ou de la mer. Ils racontent la même histoire. Donc, que les scientifiques se soient pas aperçus qu'il y avait un point commun à toutes ces légendes et qu'ils les aient cataloguées comme légendes sans réalité, moi j'ai personnellement été choqué.